Nous sommes le jeudi 17 juillet 2014. Bonjour, bonsoir à tous. Merci d'être sur Télé Pluriel et c'est le journal Pulsation qui entre chez vous, l'essentiel de l'actualité de la journée. L'actualité justement, le sénateur Pierre-Franky Exius dénonce des vices de forme dans l'arrêté nommant les deux nouveaux membres du Conseil électoral provisoire, Max Mathurin et Yolette Mengual. Comment peut-on compléter un CEP alors que cette structure n'a jamais existé, se demande le parlementaire. Dans ces conditions, le sénateur Exius écarte toute possibilité de voter les amendements à la loi électorale. Le président du Conseil européen, le Belge Herman Van Rompuy, est attendu ce vendredi en Haïti, ce jusqu'au 20 juillet. Sur son agenda, notamment des rencontres avec le président Martelly, le Premier ministre Laurent Lamotte, les présidents des deux branches du Parlement et la visite des projets financés par l'Union européenne. L'ULCC a demandé au parquet de Port-au-Prince de mettre l'action publique en mouvement contre l'ex-directeur général de l'ONA, Bernard Desgraffes. L'enquête a relevé des cas de corruption avérés dans la gestion de M. Desgraffes, informe le directeur général de l'ULCC, l'ancien colonel Antoine Touriste. Le directeur général du Bureau des mines et de l'énergie, l'ingénieur Ludger Remaret, dément les allégations du directeur exécutif de la PAPDA, Camille Chalmer, selon lesquelles le gouvernement serait en train d'élaborer un projet de loi excluant le Parlement de toute consultation lors de la signature de contrats d'exploitation minière avec des entreprises étrangères. Suite au rappel à l'ordre du Conseil national de télécommunications, la compagnie de téléphonie sans fil Digicel a rétabli les services et applications Internet, Voice over IP, Viber, Tango, Skype, Magic Jack notamment. Dans ce communiqué en date du 15 juillet, le Conatel rappelle que selon les lois en vigueur, il revient à son organe exécutif la prérogative de déterminer par voie réglementaire les cas et conditions dans lesquels les applications au service de télécommunication peuvent être suspendues ou supprimées. L'actualité sur le plan international, un avion de ligne malaisien avec 295 personnes à son bord s'est écrasé en Ukraine, à 80 km de Donetsk, une région en proie à la rébellion et contrôlée par les séparatistes. Le drame a eu lieu près de la frontière russe, il n'y a aucun survivant. Selon Kiev, l'avion aurait été abattu par un missile sol-air de type Buk de conception russe. Kiev accuse les séparatistes de la République de Donetsk, mais ces derniers affirment qu'ils sont étrangers à cet événement, ne disposant pas de tels missiles. Ils accusent à leur tour Kiev qui dément. Décès du bluesman texan Johnny Winter. Il a été retrouvé mort dans une chambre d'hôtel proche de Zurich la nuit dernière alors qu'il effectuait une tournée en Europe. Johnny Winter avait 70 ans. En sport, la première phase éliminatoire de la Coupe du Monde FIFA U20 se déroule en Haïti du 18 au 22 juillet, ce vendredi. Donc, la sélection nationale affrontera les îles Turks and Caicos au stade Silvio 14. Et dans l'international, le défenseur brésilien Adriano sera absent 4 à 6 semaines en raison d'une anomalie cardiaque détectée lors de la visite médicale de pré-saison annoncée. Le FC Barcelone, son transfert serait bloqué à cause de ce problème de santé. Quoi savoir, la presse espagnole. Voilà, mesdames et messieurs, pour les grands thèmes de l'actualité. Bienvenue dans cette édition d'Information Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce premier numéro de Pulsation Week-end. Bonsoir et bienvenue dans le développement du journal. Le président de la Commission Justice et Sécurité du Sénat, Pierre-Franky Exius, dénonce des vices de forme dans l'arrêté nommant les deux nouveaux membres du Conseil électoral provisoire, Max Mathurin et Yolette Mengual. Comment peut-on compléter un CEP alors que cette structure n'a jamais existé, a dit le parlementaire. Selon lui, le chef de l'État aurait dû publier un arrêté nommant les 9 membres du Conseil électoral provisoire. Pour ce qui est du
vote des amendements à la loi électorale, le sénateur Exius affirme que la Constitution dit clairement qu'il revient au CEP d'élaborer le texte. Or, tel n'a pas été le cas. Le Sénat ne saurait plancher sur des propositions d'amendement qui n'ont pas été faites en bonne et due forme. Martin, le parlementaire. Arrêtez ça, les gros problèmes. Parce que si on dit, pour compléter, ça veut dire des bons CEP, on ne va pas bien CEP. Parce que il y a 5 personnes qui étaient là qui ont fonctionné. Donc 5 personnes sont illégales. Donc maintenant, automatiquement, il y a 2 personnes qui ont dit, c'est bien gazé. Mais au bord de la arrêté de nommer conseil électoral. Effectivement, d'accord. Ils ont arrêté de nommer. Et maintenant, quand il y a 2 personnes qui réunis, ils font l'autre arrêté qui a nommé 9 personnes qui visent des formes. Pas 2 qui ont arrêté qui renommé, ni M. Néhémie, ni Léopold, ni l'autre monde qui est illégal aussi à l'exécutif là, à Kembéo, et puis qui pour nous-mêmes, ça nous-mêmes, nous voulons dire ça au niveau du abonnement. Nous-mêmes au niveau du Sénat de la République, pour le pas nous c'est voter loi. Mais nous avons une constitution réglementaire du Sénat qui dit mais qui procédure pour nous voter loi. Donc automatiquement, toute procédure respectée, nous-mêmes nous avons des problèmes pour nous voter loi. Qui ça nous exige pour voter loi, l'amendement de loi électorale? Moi-même, je dis que nous n'avons pas de loi électorale devant nous parce que pas de courrier CEP. Chambre député a voté déjà. Bon, chambre député, c'est de la part, puisque chaque pouvoir a un rôle. Chambre député a un rôle. Mais non, nous travaillons des pairs, mais on doit venir présenter devant nous. Il y a ce qu'on appelle la forme et le fond. Moi, je dis, l'article 191.1 de la Constitution dit, mais comment pour le Conseil électoral travailler sur la loi et puis le Parlement lui-même pour le vote. Et pour sa part, le sénateur Edwin Zeni plaide en faveur d'une entente politique en vue de résoudre la crise préélectorale, favoriser le vote des amendements à la loi électorale par le grand corps. Le sénateur Zeni, très proche de l'exécutif, affirme qu'il est prêt à sacrifier les 2 ans de mandat qui lui reste au profit de cette entente politique pour éviter le chaos. Mais même dit qu'il faut une entente politique qui fait violer la loi. Je ne vais pas de loi pour demander pour violer. Même nous, une entente politique qui vous fait. Donc vous pensez que ce n'est pas de bon droit à ce que le conseil électoral là, c'est 9 membres qui publient dans le droit arrêté présidentiel? Si c'est pour ça, c'est pour que ça soit contraire. Je ne vais pas son contraire. Entente politique, ça vous connaît un sénateur qui nature l'État. Pardon? Nature, entente politique. Expliquez sur les En fait, qui sont proposés comme entente politique? Non, mais même proposé déjà. Il faut une entente politique. Ce n'est pas dans la rue, on a fait tout. Ce n'est pas dans la télévision, on a fait. Même bouquet, même. Pousser dans la radio, dans la télévision, qu'il y a affaire d'État à régler. Affaire d'État pas qu'à régler dans la télévision. Les gens qui ont l'heure pour le voir, la population qui a l'heure pour le tendre, ils ont l'heure pour le comprendre, ils ont l'heure pour le pas qu'à chaque temps. Nous avons affaire dans la télévision parler. C'est sûr que le Sénat sera peut-être dysfonctionnel, parce qu'il y a des sénateurs qui ont été élus jusqu'en 2017. Et il y a une chambre député qui a normalement fini. Et donc, je pense que oui, on peut dire que caducité, bon, il est dans le terme. Il a fait l'élection pour ouvrir sénateur. Et si on me demande même de temps pour que le pays soit stabilisé, je suis prêt à donner les 2 ans. Et si vous m'allez à l'élection encore, je vais aller, si vous me battez, est-ce qu'il y a des machins qui fait déjà pas autant? Non, même aussi, je suis prêt. C'est un prêt pour ça. Mais même si on m'a demandé stabilité, pas pour la balle, pas pour moi, pas pour les gars pour la non. Pour le pays, j'ai dit. Moi, je dis que je suis prêt pour me battre 2 ans pour le pays. Dans le cadre de l'élection générale, sénateur? Non, quelle que soit ça l'affaire, depuis c'est pour le pays, 2 ans, je suis prêt pour mes jours. Tout point de l'actualité, le président du Conseil européen, le Belge Herman Van Rompuy, effectuera sa première visite officielle en Haïti du 18 au 20 juillet. Une visite au cours de laquelle il doit notamment rencontrer le président Michel Martelly, les présidents du Sénat et de la Chambre des députés, ainsi que des membres du corps diplomatique. Van Rompuy participera à la cérémonie de signature du programme indicatif national qui définit les grandes lignes de la coopération entre l'Union européenne et Haïti pour les 7 prochaines années avant d'inaugurer le nouveau siège de la délégation de l'UE. Il aura également à visiter des projets financés par l'Union européenne en Haïti, informe Javier Nino Pérez, le chef de la délégation de l'Union européenne en Haïti. Une visite qui allait dans un contexte de renforcement des relations, car les 2 présidents, dont le président de la République d'Haïti et le président Van Rompuy, on a déjà eu
l'occasion de se rencontrer 2 fois. En décembre 2012, vous vous souviendrez peut-être, le président Martelly s'est rendu à Bruxelles pour la première visite officielle d'un chef d'État haïtien aux institutions européennes. Cette visite s'inscrit aussi dans un contexte particulier au niveau politique parce que nous avons lancé un dialogue politique à proprement parler entre la République d'Haïti et l'Union européenne. L'objectif de ce dialogue politique, l'objectif de cette visite, l'objectif du travail que nous effectuons depuis un certain temps, c'est de renforcer au-delà des activités de coopération entre l'Union européenne et Haïti, qui sont nombreuses, qui sont évidemment significatives du point de vue financier. Toutes ces activités que nous menons depuis 2-3 ans et qui vont être couronnées par cette visite visent à faire en sorte que nous puissions être perçus comme un partenaire politique aussi. La visite durera 2 jours, donc le président Van Rompuy arrive vendredi après-midi et il partira dimanche après-midi. Il va rencontrer bien évidemment le président Martelly, il va rencontrer un certain nombre de ministres, l'ordinateur national, le président du Sénat, la Chambre des députés, les membres du corps diplomatique, des représentants de la société civile et de la communauté internationale pour qu'ils puissent avoir une vision la plus complète possible de la réalité haïtienne. Pendant ce séjour, il va être le témoin d'honneur avec le président Martelly de la signature du nouveau programme de coopération entre l'Union européenne et Haïti, programme de coopération pour la période 2014-2020, pour un montant de 420 millions d'euros. Et qui aura 4 axes stratégiques, l'éducation, la réforme de l'administration, les infrastructures et la sécurité alimentaire. Le directeur général de l'unité de lutte contre la corruption informe avoir acheminé il y a plus de mois au parquet de Port-au-Prince son rapport d'enquête sur la gestion de Bernard Desgraffes à la tête de l'ONA. L'ancien colonel Antoine Touris, qui n'a pas voulu fournir trop de détails sur le rapport, a indiqué cependant que des cas avérés de corruption ont été établis. Il y a donc matière à poursuivre l'ancien directeur général de l'ONA, Bernard Desgraffes. Une décision qui ne revient pas à l'ULCC, mais au commissaire du gouvernement, a précisé le directeur général de l'unité de lutte contre la corruption, Antoine Touriste. C'est le Parlement qui était publiquement et traité au niveau du Parlement et que l'enquête a été ordonnée et l'enquête a eu lieu et l'enquête a été finalisée et c'est du passé. L'enquête a été déjà remise, c'est du passé. Bon, de toute façon, l'enquête a été acheminée au commissaire du gouvernement. C'est qu'il y a matière à poursuivre. Bon, non, alors, nos autres lieux de l'ULCC, nous avons établi l'évidence. Et nous avons établi, eh bien, nous estimons qu'il y a matière à poursuivre. À poursuite. Maintenant, c'est au commissaire du gouvernement de faire son travail. Je vous ai dit que nous autres de l'ULCC, nous avons notre mission d'établir, d'enquêter, de dire que oui, il y a lieu de poursuite. Mais la décision de poursuite, c'est du ressort du commissaire du gouvernement. Cette transition ouverture ce jeudi à Port-au-Prince d'un atelier de 2 jours autour de l'application du pacte international sur les droits civils et politiques en Haïti, initiative de la plateforme des organisations haïtiennes de droits humains en vue de préparer la participation de ses membres à la conférence de Genève en octobre prochain. Cette réunion permettra d'examiner le rapport des autorités haïtiennes autour de l'application du pacte international sur les droits civils et politiques, fait savoir le secrétaire exécutif de la POHDH, Antoine Dantonal Mortimer, rappelant que les organisations haïtiennes de droits humains devraient elles aussi présenter leur rapport alternatif. Ce document prend en compte les questions relatives à la corruption au sein du système judiciaire, la non-réalisation des élections dans les délais constitutionnels, les problèmes d'identification des citoyens, notamment selon M. Mortimer. Au niveau des Nations Unies, l'État a ratifié un instrument selon l'article 40 PAC là, il doit faire un rapport chaque 4 ans pour dire maintenant quel niveau il appliquer l'instrument ça. Donc l'État haïtien doit faire un rapport, plusieurs rapports déjà pour dire mais qui application de fait sous droit civil et politique mais il pas jamais fait. En 1995,
le comité a demandé, forcé l'État haïtien à un rapport spécial. Et c'est en 2012, il y a réussi le premier rapport. C'est le rapport initial sur l'application PAC sur le droit civil et politique. Donc c'est dans ce sens, nous-mêmes, au niveau de l'organisation de droit mondiaux, sous coordination POIDH, nous avons présenté un rapport alternatif et je dis, on a fait un séminaire pour plusieurs organisations de droits monde pour nous capables d'expliquer au plus bien comment qui contenu PAC là et comment le comité de droits monde qui dans l'ONU qui a veillé sur l'application PAC là comment fonctionner, expliquer tout contenu rapport l'État haïtien te là divers bails qui pas correct là-dedans et dans le rapport alternatif nous on dit qui ça nous dit. Donc voilà. Dans le rapport nous qui ça nous mettait là-dedans, rapport nous élaborer. Bon, son rapport nous garder qui diverses lois qui prend pour appliquer droit civil et politique et nous expliquer tout institutions indépendantes qui pas souvent fait travail soit pas gain moyen ou bien pas bail moyen ou bien pas gain toute autonomie de institutions tant qu'au PC, tant qu'à l'université d'État d'Haïti, les cours supérieurs des comptes et du contentieux administratif, conseil électoral et provisoire bien permanent. Donc voilà quelques bagages. Dans le rapport à tout nous faire on série de recommandations pour l'État haïtien capable d'appliquer. Une bagaille nous demander, faut que l'État prenne disposition pour tout le monde identifié dans le pays. On l'autre bagaille nous demander, il faut l'élection faite à temps. Il faut que faite dans de bonnes conditions, transparentes, honnêtes et participatives. Et nous recommandons tout que les Nations Unies forcent l'État haïtien par rapport sur ça l'a fait sur la civile et politique et combattre des détention préventive pour loger. Qui a Haïti pour l'examiner? C'est une session qui a été faite en octobre 2014 et nous-mêmes nous gagnons jusqu'à 12 septembre pour nous bailler des informations additionnelles à rapport alternatif que nous avons déjà. Le comité a l'examiner qui côté? Le comité a fait session ça dans la ville Genève, pays la Suisse, généralement qui diront toute une semaine. Le coordonnateur régional Afrique du Centre pour les droits civils et politiques, Kangui Afanou, a indiqué que la participation des responsables d'organisations haïtiennes de droits de l'homme à cet atelier leur permettra de faire des recommandations pertinentes au Comité des Nations Unies pour les droits humains pour ce qui est de l'application du pacte international ratifié par Haïti. Il dit avoir constaté que les organisations haïtiennes de droits humains sont très préoccupées par les conditions de détention dans le pays et le manque de liberté des citoyens à choisir leurs dirigeants. Et donc notre travail au niveau du centre consiste dans différents pays à renforcer les capacités de la société civile, donc dans la formulation des recommandations en ce qui concerne les rapports alternatifs. Nous sommes aussi spécialisés un peu dans l'accompagnement en vue d'un plaidoyer que ces organisations peuvent mener avant, pendant et après la participation à la session à Genève. Donc nous avons aujourd'hui à partager un peu avec les organisations haïtiennes l'état des lieux dans d'autres pays, mais aussi et surtout à analyser au fond quelle est la situation qui prévaut aujourd'hui à Haïti, quelles sont les préoccupations que les organisations de la société civile ont en lien avec le pacte sur les droits civils et politiques et comment est-ce que nous pouvons nous organiser pour que justement lorsque nous serons à Genève en octobre, que le travail et l'interaction avec les membres du comité puissent permettre de formuler des recommandations pertinentes à l'État haïtien. Par aux informations que nous avons, nous pensons qu'il y a essentiellement beaucoup de préoccupations en ce qui concerne les conditions de détention. Il y a des préoccupations en ce qui concerne l'article 21 de la Déclaration universelle et notamment le fait que les citoyens doivent être libres de choisir leurs dirigeants. Il y a des préoccupations en ce qui concerne le fait que la situation des femmes, des enfants doit être essentiellement revue. Voilà, entre autres, un certain nombre de sujets que nous allons donc, j'allais dire, creuser et voir dans quelle mesure nos collègues d'ici, avec notre accompagnement, pourront valablement aller aux Nations Unies et demander que les experts donc, du Comité des Nations Unies puissent interpeller l'État haïtien sur ses responsabilités, justement en matière de promotion et de protection des droits de l'homme. Le directeur général du Bureau des mines et de l'énergie, l'ingénieur Ludner Remaret, dément les allégations du directeur exécutif de la PAPDA, Camille Chalmers, selon lesquelles le gouvernement serait en train d'élaborer un projet de loi excluant le Parlement de toute consultation lors de la signature de contrats d'exploitation minière avec des entreprises étrangères. L'ingénieur Remaret affirme par ailleurs avoir invité à plusieurs reprises Camille Chalmers à son bureau pour discuter de la question. Il dément également que des exploitations minières sont en train d'être réalisées dans le pays. Il n'y a aucune exploitation de mines métalliques actuellement en cours en Haïti, assure l'ingénieur Remaret. Monsieur Chalmers, je l'ai invité en plusieurs fois pour venir, n'est-ce pas, au bureau des mines pour qu'on puisse parler ensemble, faire échange et parfois s'il a des questions également, parce que c'est normal, vous êtes haïtiens.
il y a une institution que l'État mettait là, qui est le Bureau des mines et de l'énergie, qui est là depuis, en fait, le Bureau des mines est plus que trentenaire, parce que la loi minière là, que nous gagnons, c'est donc la loi minière de 76, il a déjà 40 ans. Le Bureau des mines est là depuis longtemps. Institution ça, c'est pas une institution qui passe inaperçue, mais pensez que si gagne un intellectuel, un économiste surtout, qui est intéressé à secteur mine, qui c'est un moteur de croissance économique pays, ou pas arrêter dans la radio, d'autant qu'on joue un directeur général. Par contre, si l'autre directeur général a fait ça, et mon prédécesseur, ou joue un directeur général qui invite en plusieurs fois à venir bon côté pour nous parler, pour nous réfléchir un peu sur le secteur, ou pas qu'à vous monter dans la radio, à dire des choses le plus souvent qui passe ça. Premièrement, moi j'ai toujours dit que pas gain aucune exploitation minière, disons, des mines métalliques, parce qu'il y a les carrières, hein, pas gain aucune exploitation qui concerne les mines métalliques qui a fait à l'échelle nationale là. Gagner une exploitation qui a fait depuis la nuit des temps, c'est ça l'orpaillage dans la zone monde organisée que tout le monde connaît, ces populations qui ont cherché des petits pépites d'eau, vous connaissez le pays à commenter, qui ont cherché des bagailles. Je ne crois pas que c'est de ça qu'il parle, mes chers amis. Je ne comprends pas. Moi-même, je ne comprends pas. Comment Camille Chalmers fait qu'on ait que le gouvernement prépare un texte pour l'ex Parlement en affaires qui sont mines. Chaque fois que un monde qui vient dire nous que il a fait exploitation dans le pays, c'est pour nous demander qui côté, dans qui département yon, deuxièmement dans qui commune 2, ou bien dans qui section communale 3. Et puis tout demander pour nous accompagner, pour nous montrer nos exploitations. Ou après le pape jamais dit ça encore, parce que le pas des données d'appréciation. Le délégué du Council of Geoscience South Africa en Haïti, Dr Ambrose Walemba, confirme que le pays a un fort potentiel minier. Les travaux de l'équipe du Dr Walemba en Haïti ont permis d'élaborer la première carte des occurrences de gisements métalliques dans le pays. En tout cas, c'est ce qu'il a dit. Cette carte permet de confirmer l'existence de minerais de l'or, du cuivre, de manganèse, suivant les départements considérés. Il fait aussi état d'autres minerais associés, dont l'argent et la bauxite. Il nous fallait venir à ce stade de mi-chemin, présenter au gouvernement haïtien la première carte des occurrences et des gisements métalliques du pays. Et en plus de ça, nous avons ramené les GIS database. Ça veut dire une donnée de base digitale, numérique, sur ArcGIS, où toutes les informations du pays sur le plan géologique sont maintenant logées. Vous savez, tout ça est lié à l'environnement géologique et métallogénique du pays. Ça veut dire, les minéraux, ce n'est pas quelque chose de hasard. Il y a type de minéraux qu'on ne peut pas trouver ici en Haïti. Mais il y a d'autres, étant donné sa localisation géographique et métallogénique, on peut s'attendre à trouver tel type de minéraux. Mais ce qui est actuellement visible, l'Haïti a des potentiels pour les minéraux de l'or, pour les cuivres, pour les manganèses. Ces trois-là sont le plus importants. Maintenant, il y a beaucoup de minéraux associés à ça. Il y a beaucoup de minéraux associés à ça, notamment l'argent, notamment les nickels, notamment les bauxites, ça c'est quelque chose que tout le monde connaît, et notamment les platinum. Tous ça sont des minéraux qui sont associés. Beaucoup sont essentiellement situés dans le nord-est. Vous avez beaucoup de l'or et du cuivre. Dans le nord-est, vous avez essentiellement du cuivre et de l'argent. Bon, vous avez aussi certains endroits dans le centre où vous avez évidemment du cuivre et des plombes et des zinc. Et le sud, vous avez essentiellement des nickels et des bauxites. Vous savez ça. Donc, ce sont ce qui est connu actuellement à partir des affleurements. Mais je vous ai dit que les études que nous avons menées montrent aussi certains endroits propices à d'exploration et étant donné que nous avons retrouvé des signatures spectrales qui sont propices de la minéralisation qui n'est pas visible en surface et qui serait enfouie en profondeur.
Suite au rappel à l'ordre du Conseil national des télécommunications, la compagnie de téléphonie sans fil Digicel a rétabli les services et applications Internet Voice over IP, Viber, Tango, Skype, Magic Jack, Nimbus notamment.